Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème des pratiques alimentaires. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut intéresser quelqu'un qui passe son bac ou des CCF en PSE. Et vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Alors, les pratiques alimentaires, ça correspond au module A7 de votre référentiel de PSE, donc un cours abordé en première bac pro. Donc comme d'habitude, on va approcher ce cours avec la démarche de prévention, donc une situation à risque qu'on peut analyser avec des outils. On va ensuite définir le problème, définir la problématique. Pour ça, il faut comprendre et expliquer le phénomène, comprendre quel est le lien de causalité entre les facteurs, donc les causes, et les conséquences qui sont les dommages sur la santé. Et ensuite, on va terminer la démarche de prévention avec les mesures de prévention à titre individuel ou à titre collectif. Allez, c'est parti. Donc, les pratiques alimentaires. La situation à risque aujourd'hui en France, c'est que 15 milliards d'euros chaque année sont dépensés pour soigner les maladies cardiovasculaires, qui sont en majorité causées par une mauvaise alimentation, donc soit trop riche, soit une alimentation qui n'est pas équilibrée. Donc on peut analyser cette situation avec les outils d'analyse qu'on a vus en cours, le QQQCP, diagramme d'Ishikawa, le PAD, etc., etc. Donc, quelle est la problématique? Comment prévenir les risques liés aux pratiques alimentaires? Donc, on va essayer de comprendre le phénomène. Pardon. On va essayer de comprendre le phénomène. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'alimentation? L'alimentation, ça va correspondre ça va répondre aux besoins physiologiques permettant d'apporter à l'organisme donc des ressources énergétiques, des ressources en nutriments essentiels. Et cette alimentation va aussi apporter une satisfaction sensorielle, donc ça c'est l'aspect organoleptique de l'alimentation, et aussi un aspect social, socioculturel. Donc le fait de partager son alimentation en famille, d'appartenir à un groupe qui a la même alimentation que nous. Donc, quel est le mécanisme de la digestion? Donc, l'appareil digestif est constitué de différents organes qui vont nous permettre de transformer les aliments en nutriments et ainsi d'absorber les nutriments dans notre organisme par la voie intestinale. Donc, il y a deux types d'actions, des actions qui sont mécaniques et des actions qui sont chimiques. Donc, on va revoir la digestion. La digestion permet de transformer des aliments qui sont des composés. Ensuite, on va les dégrader, les découper par tous les mécanismes qu'on va voir à droite après. On va les dégrader en nutriments, donc qui sont les briques constitutives alimentaires. Donc, ça peut être des lipides, des glucides, des protéines. Donc, les sucres, les graisses, les protéines, qui permettent de nous alimenter et d'avoir des apports nutritifs pour notre organisme. Donc ces nutriments sont absorbés par l'intestin et après peuvent passer dans le sang pour être distribués à toutes les cellules de notre organisme. Donc il y a deux types d'actions, des actions mécaniques, donc la mastication, la déglutition. Donc mastiquer va permettre de broyer les aliments, la déglutition va les faire avancer le long du tractus digestif. Il va y avoir un brassage, notamment dans l'estomac. Et il y a aussi le péristaltisme, c'est les mouvements de l'intestin qui permettent de faire avancer le bol alimentaire tout au long de l'intestin et arriver jusqu'à l'excrétion des déchets. Ensuite, une deuxième action, l'action chimique. Donc là, notre corps va produire des enzymes, va produire des molécules qui vont permettre de casser, de dégrader les aliments en nutriments. Donc il y a par exemple la salive dans la bouche, la bile, les sucs gastriques dans l'estomac et les sucs intestinaux, donc dans l'intestin. Alors maintenant, on va détailler quelles sont les causes, quels sont les enjeux de l'alimentation et quels dommages il pourrait y avoir si notre alimentation n'est pas équilibrée.
Donc il y a tout d'abord des enjeux psychologiques et sociaux. Le plaisir alimentaire, j'en ai parlé. Donc ça, c'est l'aspect organoleptique, le plaisir qu'on va avoir à se nourrir. Et on peut faire attention aussi aux addictions, par exemple l'addiction aux produits sucrés, le chocolat. Et tout ça, ça peut provoquer des dérives alimentaires. Ensuite, les relations sociales aussi, le partage social. Ça, les dérives qui peuvent se produire, ça va être un isolement social, le fait d'être exclu parce qu'on ne mange pas la même chose que, nos congénères. Ça aussi, ça peut être une dérive. Il peut aussi y avoir des pratiques alimentaires qui sont choisies ou subies. Des pratiques alimentaires choisies, ça peut être par exemple un certain type de nutrition. Ceux qui veulent consommer que du bio, ceux qui veulent consommer que des légumes, donc les végétariens, les véganes. Il peut y avoir aussi des choix alimentaires causés par la religion. Donc l'hindouisme qui proscrit les viandes, qui proscrit le bœuf, pardon, etc. Donc ça aussi, ça peut dévier, ça peut conduire à des dérives alimentaires. Ensuite, il y a un enjeu qui est plutôt physique, physiologique. Donc, quels sont les besoins énergétiques? Chaque jour, notre corps a des besoins énergétiques, donc c'est les calories qu'on va consommer. La matière qui va être consommée donc sous forme énergétique. Donc ça, c'est les calories ou les kilocalories qu'on peut voir sur les étiquettes des aliments. Donc ça peut provoquer quoi comme dérive et comme dommage? Si on ne consomme pas assez de calories, donc perte de poids, fatigue, et si on en consomme trop, surpoids, obésité. Donc ça, c'est l'aspect énergétique. L'aspect nutritionnel maintenant, donc là, c'est lié à la qualité des nutriments présents dans notre alimentation, donc les nutriments consommés. Donc, quelles sont les dérives possibles? On peut avoir des carences nutritionnelles quand on n'a pas assez de nutriments apportés par notre alimentation, pas assez de nutriments par rapport à nos besoins quotidiens. Donc ça peut provoquer des carences nutritionnelles. Et il peut y avoir aussi des intoxications nutritionnelles quand on va avoir trop de nutriments qui sont apportés par rapport à nos besoins quotidiens. On a aussi l'aspect du biorhythme, la régularité des repas. Donc ça, on a vu ça dans le cours sur les biorhythmes. Donc une dérive qu'il peut y avoir sur la régularité des repas, ça va être la désynchronisation de nos biorhythmes. Les enjeux environnementaux aussi liés à l'alimentation. Donc là aussi, je vous réfère au cours qu'on a eu sur l'alimentation éco-responsable. Donc il peut y avoir une surconsommation, un impact environnemental lié à la consommation d'énergie, à la consommation d'eau, etc. Donc au niveau environnemental, les dommages, ça peut être la pollution, l'épuisement des ressources, la surconsommation d'énergie. Maintenant, la dernière partie, donc, quelles sont les actions individuelles et les actions collectives qui vont nous permettre justement d'éviter les problèmes liés à notre alimentation, à nos pratiques alimentaires. Alors tout d'abord, en pratique individuelle, on va avoir le choix de notre alimentation, donc ça va être de faire des bons choix alimentaires. Donc en premier point, on peut maîtriser ses comportements alimentaires, avoir un regard critique sur la pratique alimentaire, qu'elle soit choisie ou subie, donc au niveau qualité, au niveau quantité, au niveau mode de consommation, rythme alimentaire, etc. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est le choix dans les produits alimentaires précis qu'on va consommer. Pour ça, on va analyser les étiquettes de nos aliments. Donc vous pouvez aller voir le site openfoodfact.org où il y a des détails sur la plupart des aliments qu'on consomme et qu'on peut acheter dans les magasins. Et dernier point, donc repérer donc sur ces produits qu'on va consommer les valeurs énergétiques, repérer les ingrédients,
les additifs, les allergènes, la provenance aussi pour l'impact environnemental, et est-ce que les aliments qu'on consomme sont ultra transformés ou pas. Donc plein de choses qu'on va pouvoir repérer sur les étiquettes, sur les sites internet d'information aux consommateurs. Donc ça, c'est sur la pratique individuelle de la prévention. Maintenant, la prévention au niveau collectif, donc je vous rappelle, au niveau collectif, c'est quelles sont les lois, quelles sont les structures mises en place pour permettre de faire de la prévention. Alors tout d'abord, le plan national nutrition santé, le PNNS, qu'on a vu aussi en cours en classe de seconde. Donc, par rapport à l'alimentation, donc ça a conduit au plan manger, bouger, etc. Donc, plein de consignes, plein de normes, plein de lois qui vont permettre aux Français d'avoir une meilleure alimentation, de meilleures pratiques alimentaires, une alimentation équilibrée. Ensuite, la création de petits labels pour faciliter nos choix alimentaires. Donc, on peut voir les Nutri-Score. Donc on a vu ça apparaître il y a quelques années, le Nutri-Score. Donc un score donc, qui classe les produits en fonction de leur qualité nutritionnelle, nutritive, de la qualité des nutriments que contiennent donc cet aliment. En fonction donc de cette qualité, on va pouvoir noter les produits de A, un aliment sain avec de bonnes qualités nutritives, à un aliment E, qui est typiquement un aliment plaisir à consommer très peu régulièrement, donc occasionnellement. Et maintenant, on voit aussi l'éco-score apparaître. Donc là, c'est pareil, une notation des aliments en fonction de leur impact environnemental. Et toujours le même principe, une note de A à E. Donc, j'ai terminé le cours. En deuxième partie de ce cours en PDF, vous pouvez retrouver donc la page de questions pour favoriser votre apprentissage, votre mémorisation de ce cours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir, bon courage.